Fred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une journée particulière. Ce n'est pas que le titre d'un film, c'est aussi le générique d'une situation réelle. Aujourd'hui, en effet, nous célébrons le 1000e numéro d'Affaires sensibles, la 1000e histoire inédite qui exclut donc les rediffusions du vendredi. Là, il s'agit bien des récits quotidiens que nous vous proposons depuis 8 ans, du lundi au jeudi, 1000 donc, tout rond. Alors, pour marquer l'événement, il a fallu trouver une histoire emblématique. Ce qui ne fut pas très difficile en vérité, car d'emblée s'est imposé comme matrice, mère de toutes les affaires sensibles de ce pays, maître étalon de l'horreur judiciaire quand elle est complot, l'affaire Dreyfus, qui non seulement a bouleversé le pays, mais redessiné le paysage politique français pour longtemps et qui aurait même contribué indirectement à la création de l'État d'Israël. L'affaire Dreyfus comme 1000e donc, et en 2 épisodes, avec pour l'occasion des voix emblématiques de France Inter pour illustrer les archives, Rebecca Manzoni, François Morel, Stéphanie Duncan, Philippe Collin, Laure Adler et Hippolyte Girardot, qu'ils soient ici chaleureusement remerciés. Notre invité, Vincent Duclerc, historien, auteur de très nombreux ouvrages sur l'affaire Dreyfus, dont une biographie intitulée Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote, publiée en 2006 chez Fayard, soit un siècle après la réhabilitation du capitaine français. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec le site Retro News, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Affaires sensibles, la 1000e. Fabrice Drouel sur France Inter. « 1889, voilà un siècle que la France est entrée de force dans un nouveau monde, celui de la République. La 3e célèbre en grande pompe le centenaire de la Révolution et ce qu'elle appelle les immortels principes de 1789, liberté, égalité, fraternité. Comme symbole de ce siècle de révolution au pluriel, politique, scientifique, industrielle, on a construit à Paris une tour qu'on appelle la tour de 300 mètres. C'est la plus haute du monde à l'époque. La tour Eiffel, bien sûr. Et pourtant, en cette fin de 19e siècle, la République est fragile. Le régime est âgé d'à peine 20 ans. Il est né dans la défaite contre la Prusse et il bataille contre 2 puissances intérieures qui lui résistent, l'Église et l'armée. Et à l'ombre de la tour Eiffel, à l'autre bout du champ de Mars, il y a un bâtiment qui vient, lui, de l'époque des rois, l'école militaire. Ce bâtiment, c'est l'antre de la France contre-révolutionnaire. Une engeance qui vit mal la laïcisation de l'école, des cimetières, le rétablissement du divorce. Une France qui ne comprend ni le socialisme, ni les grèves, ni les attentats anarchistes, et qui voit la population rurale et catholique remplacée par une autre, urbaine celle-là, et libérale. Un camp nationaliste pour qui la République est une dégénérescence. La gueuse, comme il l'appelle, ferment de la pensée de droite, qui a bien du mal avec les notions de tolérance et d'égalitarisme. Pour cette famille politique, la race française est une race supérieure, blanche, catholique. Une race, oui, je reprends ces termes, que la République dissout en commettant le sacrilège d'intégrer à la nation des étrangers, et certains en particulier, les Juifs. D'ailleurs, depuis 3 ans, circule un livre, l'un des plus grands best-sellers du siècle. Il a pour titre « La France juive ». Il est écrit par un certain Édouard Drummond, et on y lit ceci. Le seul auquel la Révolution ait profité est le juif. Tout vient du juif, tout revient aux juifs. Il y a là une véritable conquête, une mise à la glèbe de toute une nation par une minorité infime mais cohésive, comparable à la mise à la glèbe des Saxons par les 60 000 Normands de Guillaume le Conquérant. Les procédés sont différents, le résultat est le même. On retrouve ce qui caractérise la conquête. Tout un peuple travaillant pour un autre,
qui s'approprie par un vaste système d'exploitation financière le bénéfice du travail d'autrui. Les immenses fortunes juives, les châteaux, les hôtels juifs ne sont le fruit d'aucun labeur effectif, d'aucune production. Ils sont la prélibation d'une race dominante sur une race asservie. Un pamphlet antisémite que des centaines de milliers de Français lisent et dans lequel est assénée la démonstration d'un prétendu complot juif pour faire main basse sur la France. Un livre qui prétend que les Juifs sont biologiquement et mentalement différents du peuple dit arien. Bref, toutes les raisons pour lesquelles ils sont les ennemis de la France éternelle sont exposées. Le Brûlot en conclut qu'il est urgent d'éliminer cet ennemi de l'intérieur. C'est que, les prévient Drummond, les Juifs se sont déjà introduits profondément dans la société française, s'immisçant dans les failles et les interstices que la République complice a laissés. Ces Juifs, ces graines de traîtres, comme Drummond les appelle, ont même fait leur trou jusque dans l'un des bastions de la patrie, l'armée. Oui, la France est le seul pays d'Europe qui autorise les Juifs à y entrer et à servir au plus haut niveau de sa hiérarchie dans l'état-major. Et il se trouve justement qu'à l'école militaire, dans le fief de l'armée, cette même année du centenaire de la Révolution, un officier juif du nom d'Alfred Dreyfus est élevé au grade de capitaine. Voilà donc un homme que la France nationaliste exècre et qui entre dans ce qu'elle a de plus cher, l'armée, un sanctuaire pour tout ce que la France compte de réactionnaires haineux. Les conditions de l'affaire Alfred Dreyfus sont donc réunies. Elle commencera 5 ans plus tard. C'est Édouard Drummond, précisément, l'antisémite en chef, qui la provoque. Il dirige un journal baptisé La Libre Parole, et son slogan est « La France aux Français ». Nous sommes le 29 octobre 1894, son journal publie une dépêche. Est-il vrai que récemment, une arrestation fort importante ait été opérée par ordre de l'autorité militaire ? L'individu arrêté serait accusé d'espionnage. Si la nouvelle est vraie, pourquoi l'autorité militaire garde-t-elle un silence si absolu ? Une réponse s'impose. L'affaire est lancée. Elle commence donc par une rumeur reprise par l'incendiaire Édouard Drummond qui fait les poubelles, et c'est le cas de le dire. Tout commence en effet au fond d'une corbeille à papier. Nous sommes un jour de septembre 1894. Une femme entre dans l'ambassade d'Allemagne à Paris. Elle s'appelle Marie Bastian. Elle est femme de ménage. Mais ce que les Allemands ne savent pas, c'est que pour arrondir ses fins de mois, plus que par esprit patriotique, Madame Bastian vend ses services à l'armée française. Chaque fois qu'elle vient, après avoir passé le balai et lavé les carreaux, elle prend les corbeilles de papier et au lieu de les vider, elle en subtilise discrètement le contenu. Pourtant, ce qu'elle collecte au plus près de l'ennemi n'est pas toujours de la plus haute importance, certes. Mais après chaque ménage, les documents cachés dans des journaux, elle se rend dans une église du quartier des Invalides, l'église Sainte-Clotilde. Là, dans la pénombre et le silence, un homme attend la précieuse livraison. Un certain Hubert-Joseph Henry. C'est l'adjoint au chef de la section dite de statistique, la branche de l'armée française dédiée au contre-espionnage. Et en ce jour de septembre 1894, dans les déchets volés au fond de la corbeille de l'attaché militaire allemand, le commandant Henry lit une lettre qui l'intrigue. Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. Premièrement, une note sur le frein hydraulique de 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. Deuxièmement, une note sur les troupes de couverture. Quelques modifications seront apportées par le nouveau plan. Troisièmement, une note sur une modification aux formations de l'artillerie. Quatrièmement, une note relative à Madagascar. Cinquièmement, le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne. 14 mars 1894. Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours. Le ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixé dans les corps et les corps en sont responsables. Stipper. Cette lettre est celle d'un traître qui transmet des renseignements à l'Allemagne. Nous sommes le 27 septembre 1894 et ce document,
que la France connaîtra sous le nom de bordereau, parvient sur le bureau du ministre de la Guerre, le général Mercier. Celui-là est un militaire entré depuis peu en politique et qui découvre avec ivresse le pouvoir gigantesque que lui offrent ses fonctions. Mercier, qui a gravi tous les échelons d'armée, se verrait bien maintenant gravir ceux de la République, et il se rêve déjà président. Mais cet ambitieux a mauvaise réputation. En particulier, l'annonce qu'il a faite, plus tôt au cours de cette année 1894, de licencier de l'armée 60 000 hommes, lui vaut une haine tenace de la presse nationaliste, qu'il appelle le Rabolo, le général en carton peint, ou l'hémiplégique. Mercier sait qu'il est détesté. Alors, quand il découvre la lettre, il comprend immédiatement que s'il ne trouve pas le traître, c'est la fin de ses rêves de grandeur. Il donne donc immédiatement à l'état-major un ordre simple, chercher, trouver. Ce Mercier endosse donc le rôle du pouce au crime. L'officier qu'il charge de l'enquête est un aristo, un certain Armand du Paty de Clam. Zola dira de lui, il est l'affaire Dreyfus tout entière, l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué. Cet officier se convainc à tort, comme ses supérieurs d'ailleurs, qu'étant donné les documents que le traître évoque dans la lettre, il ne peut être qu'un officier de l'état-major. Alors, il fait photographier le bordereau et il montre les tirages aux chefs de service en leur demandant par hasard s'ils reconnaissent l'écriture. Or, un lieutenant-colonel du nom d'Henri d'Aboville, fraîchement nommé sous-chef du 4e bureau, dit immédiatement la reconnaître, cette écriture. C'est celle d'un officier stagiaire, un capitaine d'artillerie de 35 ans, un juif du nom d'Alfred Dreyfus. D'Aboville est antisémite, du Paty de Clam est antisémite, Henri est antisémite, Mercier est antisémite. Dans ce petit cercle où tous lisent Drummond et où l'antisémitisme, dira François Mauriac, est une sorte de passion commune, Dreyfus est naturellement identifié comme le traître. Encore faut-il le prouver. Mais enfin, on peut s'arranger. Alors Paty de Clam convoque Dreyfus au ministère le 15 octobre. Le jeune capitaine est conduit dans le cabinet du chef d'état-major. Il raconte la scène dans son livre « 5 années de ma vie » en 1901. Le commandant du Paty vint à moi et me dit d'une voix étranglée « Le général va venir. En l'attendant, comme j'ai une lettre à écrire et que j'ai mal aux doigts, voulez-vous l'écrire pour moi ?» Si étrange que fût cette demande, faite dans de pareilles conditions, j'y accédai aussitôt. Au cours de la dictée, le commandant m'interpella vivement, me disant « Vous tremblez ». Je ne tremblais pas. Au Conseil de guerre de 1894, il expliqua cette brusque interpellation en disant qu'il s'était aperçu que je ne tremblais pas durant la dictée, que dès lors il avait pensé avoir affaire à un simulateur et avait cherché à ébranler mon assurance. J'avais froid aux doigts, car la température était très fraîche au dehors et je n'étais que depuis quelques minutes dans une salle chauffée. Aussi lui répondis-je, j'ai froid aux doigts. Comme je continuais à écrire sans présenter aucun trouble, le commandant du Paty tenta une nouvelle interpellation et me dit violemment « Faites attention, c'est grave ». Quelle que fût ma surprise de ce procédé aussi grossier qu'insolite, je ne dis rien et m'appliquai simplement à mieux écrire. Aussitôt la dictée terminée, le commandant du Paty se leva et posant la main sur moi, s'écria d'une voix tonnante « Au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé du crime de haute trahison. » La foudre tombant à mes pieds n'eut pas produit en moi une commotion plus violente. Dreyfus est arrêté à la suite de cette dictée, qui pourtant ne prouve rien. Il est conduit à la prison du Cherche-Midi, enfermé sans aucune communication avec l'extérieur, il le sait. Il le hurle en se frappant la tête contre les murs de sa cellule. Mon seul crime est d'être né juif. Oui, Alfred Dreyfus est juif, alsacien. Il est né à Mulhouse en 1859. Il vient d'une famille de commerçants qui connaît une petite réussite grâce à la filature de coton qu'a monté son père, Raphaël Dreyfus. En tant que juifs, les Dreyfus savent qu'ils doivent à la Révolution et au décret du 27 septembre 1791 le fait d'être des citoyens français comme les autres. Alors ils sont patriotes, très attachés à la France, et c'est pour rester français justement qu'ils quittent l'Alsace pour Paris en 1872, après que la Prusse a conquis la province.
Le jeune Dreyfus poursuit son éducation avec un esprit revanchard, une envie de reconquête qui le conduit à une carrière militaire. C'est un élève brillant. Il entre à Polytechnique en 1878, gravit les échelons de l'armée, devient capitaine en 1889. Puis il entre à la prestigieuse école de guerre en 1890, de laquelle il sort 9e. Un excellent classement qui lui permet d'entrer en stage à l'état-major qui, 4 ans plus tard, le trahira. Ouais. Dans cette histoire, c'est bien l'armée qui endosse ce rôle. Mais on ne le saura que bien plus tard. Pourtant, l'épouvantable complot de ces messieurs en uniforme a failli bien capoter dès le début. Car la première étude graphologique n'apporte aucune preuve que l'écriture du bordereau est celle de Dreyfus. Mercier fait alors appel à un autre expert, le professeur Bertillon, inventeur des techniques modernes d'identification criminelle, mais parfaitement incompétent en graphologie. Or, Bertillon accable Dreyfus avec une démonstration spécieuse. Selon lui, ce n'est pas tout à fait l'écriture du jeune capitaine, mais, Drummond l'avait écrit dans son livre, les Juifs sont sournois, manipulateurs, tordus. Et selon Bertillon, grand antisémite devant l'Éternel, Dreyfus a élaboré un stratagème dont seul un Juif serait capable. Rendez-vous compte, il a imité sa propre écriture, en faisant en sorte qu'elle ne lui ressemble pas tout à fait. Le but de la manœuvre étant de faire croire que l'auteur de la lettre est une personne qui voulait l'accuser, lui, Dreyfus. Une démonstration démente, mais qui satisfait Mercier. Car voilà un premier élément à charge. Et il en est persuadé, les preuves viendront. Le tout étant de ne pas ébruiter l'affaire tant qu'il ne les a pas, ces preuves. Or, l'affaire s'ébruite. Qui a parlé à Drummond, le patron de la libre parole? On ne sait pas. Mais le 29 octobre, 14 jours après l'arrestation de Dreyfus, le journal antisémite publie sa première dépêche. Et le gouvernement est contraint de communiquer. 3 jours plus tard, le 1er novembre 1894, la Libre Parole écrit en première page: L'officier assez indigne pour vendre les secrets de la défense de notre pays, assez misérable pour avoir commis ce crime de lèse-patrie, est le capitaine Dreyfus, du 14e régiment d'artillerie, breveté d'état-major, détaché à l'état-major général au ministère de la guerre, stagiaire au premier bureau de la direction de l'artillerie. Hier soir, nous recevions une nouvelle confirmation de ce crime inouï. L'officier français arrêté pour trahison est attaché à l'état-major du ministère de la guerre. Il passe pour être en mission. L'affaire sera étouffée parce que cet officier est juif. Cherchez parmi les Dreyfus, les Meyer ou les Lévy. Vous trouverez. Si douloureuse que soit cette révélation, nous avons une consolation. C'est que ce n'est pas un vrai Français qui a commis un tel crime. Voilà 17 jours et 17 nuits qu'un capitaine de l'armée est enfermé au Cherche-Midi. 17 jours et 17 nuits que l'état-major enquête. 17 jours et 17 nuits qu'on ne trouve rien. À charge contre Dreyfus, une ressemblance d'écriture sur le bordereau et le rapport plus que bancal de Bertillon. Mais maintenant que l'affaire est dans la presse, la position du ministre de la Guerre, Mercier, est infernale. Car s'il libère Dreyfus, les uns l'accuseront d'être complice des Juifs, les autres d'avoir fait enfermer un officier sans aucune raison. Tous les journaux s'en mêlent, et Mercier n'a pas d'autre choix pour sauver sa peau que de s'obstiner dans l'accusation. Paradoxalement, c'est dans la Libre Parole, toujours, qu'on lit le 22 novembre 1894, soit un peu plus d'un mois seulement après l'arrestation, le commentaire le plus lucide finalement de cette première étape de l'affaire. Peut-être l'œuvre d'un journaliste perdu dans cet océan d'infamie qu'est le journal de Drummond. L'affaire Dreyfus prend une très vilaine tournure pour le gouvernement. Nous avons interrogé, dans la soirée d'hier, plusieurs officiers supérieurs. Tous nous ont répondu par le dilemme suivant. Ou le général Mercier a fait arrêter sans preuve le capitaine Dreyfus, et dans ce cas, sa légèreté est un crime, ou il s'est laissé voler les pièces établissant sa trahison, et, dans ce cas, son imprévoyance est une bêtise. Dans les deux cas, le général Mercier est indigne du poste qu'il occupe. Dans sa situation, on est aussi coupable d'être bête que d'être un criminel.
Le général Mercier s'est enfoncé dans une impasse. Et il est maintenant face à un dilemme. Libérer Dreyfus et passer pour un faible, ou le condamner et espérer que son propre crime passe inaperçu. Mais tout vaut mieux que de passer pour un faible. Sauf qu'il n'y a pas de preuves. Eh bien, on en fabriquera. J'arrive enfin au terme de mes souffrances, au terme de mon martyre. Demain, je paraîtrai devant mes juges, le front haut, l'âme tranquille. L'épreuve que je viens de subir, épreuve terrible s'il en fut, a épuré mon âme. Je te reviendrai meilleur que je n'ai été. Je veux te consacrer à toi, à mes enfants, à nos chères familles, tout ce qui me reste à vivre. Je suis prêt à paraître devant des soldats comme un soldat qui n'a rien à se reprocher. Ils verront sur ma figure, ils liront dans mon âme, ils acquerront la conviction de mon innocence comme tous ceux qui me connaissent. Dévoué à mon pays auquel j'ai consacré toutes mes forces, toute mon intelligence, je n'ai rien à craindre. Dors donc tranquille, ma chérie, et ne te fais aucun souci. Pense seulement à la joie que nous éprouverons à nous trouver bientôt dans les bras l'un de l'autre, à oublier bien vite ces jours tristes et sombres. Alfred. 19 décembre 1894, Paris. 2 mois après son arrestation, le capitaine Dreyfus comparaît devant un tribunal militaire. Devant lui, siégeant sur l'estrade d'une petite salle carrée, un crucifix accroché au mur derrière eux, les juges sont impassibles. Présent dans l'assemblée, également, un certain commandant Picard, envoyé par le général Mercier. Il y a également le préfet de police, le commissaire du gouvernement et un greffier. À côté de Dreyfus, digne mais fatigué par 2 mois d'emprisonnement, se tient son avocat, maître de Mange. Et c'est confiant et serein qu'il se présente au tribunal militaire pour les 3 jours que le procès doit durer. Oui, confiant parce que, après 2 mois d'enquête, l'instruction, rappelons-le, n'a rien trouvé. Il n'existe comme élément à charge que le bordereau et l'analyse graphologique de Bertillon, maigrement conforté par l'étude d'un autre expert qui arrive à la même conclusion, mais le dossier est quasiment vide. Maître de Mange met les juges en face de toutes les contradictions de l'instruction, de l'absence de preuves, de l'intégrité de Dreyfus, du complot évident dont il est victime, et il le fait avec tellement de brio qu'à la 4e et dernière audience, le 22 décembre 1894, le commissaire du gouvernement ne dispose plus pour faire condamner Dreyfus que du bordereau. Alors il le brandit face au juge comme un trophée, petite feuille de papier déchirée, maladroitement recollée. Il ne reste plus que le bordereau, leur dit-il, mais cela suffit, que les juges prennent leur loupe. Quand le 22 décembre, la cour se retire pour délibérer, Dreyfus et maître de Mange sont certains qu'elle prononcera l'acquittement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le plus grand secret, alors que les juges délibèrent, le général Mercier leur fait parvenir un dossier, quelques documents, 6 ou peut-être plus. S'y trouve en particulier une lettre envoyée par l'attaché militaire allemand à destination de son homologue italien, dans laquelle il parle d'un espion qu'il appelle cette canaille de D. D comme Dreyfus. La manœuvre est parfaitement illégale. Les juges ne peuvent pas fonder leur jugement sur la base d'un dossier qui n'est pas connu de la défense. Et pourtant, quand ils reviennent, ce n'est pas l'acquittement qu'ils prononcent. Aujourd'hui, 22 décembre 1894, le premier conseil de guerre permanent du gouvernement militaire de Paris, après avoir entendu les réquisitions et les conclusions du commissaire du gouvernement, a déclaré le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, à l'unanimité, coupable d'avoir en 1894, à Paris, livré à une puissance étrangère ou à ses agents un certain nombre de documents secrets ou confidentiels intéressant la défense nationale. En conséquence, le dit conseil condamne à l'unanimité le nommé Dreyfus Alfred à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire. Alfred Dreyfus est perdu. Le jugement est sans appel. Et en ce Noël 1894, personne en France ne le conteste. Pourquoi le ferait-on d'ailleurs ?
Les documents n'ont pas été rendus publics, mais on ne doute pas de l'honnêteté de l'armée et les antisémites possèdent une preuve tangible de ce qu'ils hurlent, obsédés depuis des années. Et est vrai, les Juifs sont des traîtres en puissance et la République est coupable de les avoir laissés entrer. La preuve. Toute la presse, de droite comme de gauche, mais oui, tous les hommes politiques, tous les Français sont unanimes dans leur détestation de Dreyfus. Avec un seul regret, qu'il ne soit pas condamné à mort. Il se trouve que depuis la Seconde République, on n'exécute plus les coupables de crimes politiques. Mais Jaurès, lui-même, figure de l'humanisme et de l'abolition de la peine de mort, condamne Dreyfus. La vérité, écrit-il, c'est que si on ne l'a pas condamné à mort, c'est parce que l'immense effort juif n'a pas été tout à fait stérile. C'est aussi parce que des circonstances spéciales ayant imposé le huis clos, on n'a pas cru pouvoir frapper à mort après un débat secret. Georges Clemenceau, qui n'est pas plus antisémite, député, et pourtant scandalisé lui aussi. Les habitués de son journal, La Justice, lisent ainsi le 25 décembre son indignation. Comment se trouve-t-il un homme pour un tel acte ? Comment un être humain peut-il se faire si déshonoré qu'il ne puisse attendre qu'un crachat de dégoût de ceux-là même qu'il a servi ? Il n'a donc pas de parents, pas de femme, pas d'enfants, pas d'amour de quelque chose, pas de lien d'humanité ou d'animalité même, car la bête en troupeau, d'instinct, défend les siens, rien qu'une âme immonde, un cœur abject. Je souhaite assurément que la peine de mort disparaisse de nos codes. Si, dans l'échelle des châtiments, la peine de mort est l'ultime degré, il me semble qu'elle doit être réservée pour le plus grand crime qu'est, à n'en pas douter, la trahison. Tuer un malheureux, affolé qui insulte ses juges, c'est démence quand on fait une vie tranquille au traître. J'estime, quant à moi, la réclusion perpétuelle une peine plus sévère que la mort. Le bagne ? Qui donc protesterait si le traître allait traîner la chaîne des forçats ? Samedi 5 janvier 1895, Paris. Il est 9h du matin. La scène qui suit est insoutenable de cruauté et de violence psychologique. Au bout du champ de Mars, autour de l'école militaire, s'agglutine une foule dense et hystérique, des milliers de personnes qui crient « À mort les juifs, à mort les traîtres ». Alors on s'accroche aux grilles. Quelques-uns ont réussi à grimper dans les arbres et à hisser sur les toits pour jouir du spectacle prévu ce matin-là dans la cour Morland. Le long des 4 côtés ont été disposés 5000 militaires en rang et 200 journalistes, dont un certain Théodore Herzl, dont nous reparlerons demain. Les tambours commencent à battre. Avance alors Alfred Dreyfus, gardé par 4 soldats. Ses insignes, ses boutons et ses galons ont été décousus la veille à la prison du Cherche-Midi, puis sommairement raccrochés à son uniforme pour qu'il puisse être arraché sans difficulté. Son sabre a été limé pour qu'un coup de genou suffise à le briser. Devant lui, un huissier lit à haute voix le jugement. Dreyfus reste digne, raide. Soldat, dit-il, on dégrade un innocent. Soldat, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. Un soldat de la garde républicaine, choisi parce qu'il était un colosse, s'avance vers lui à pas rapide. Il lui arrache insignes, boutons et galons, ses épaulettes et les bandes de son pantalon qu'il jette à terre. Il se saisit de son sabre, le casse contre son genou, le balance à ses pieds. « Je suis innocent », crie Dreyfus encore une fois devant toute l'armée, devant toute la presse et devant tous les Français qui se pressent pour assister à son humiliation. Et le calvaire n'est pas terminé. Le capitaine déchu fait un tour de la cour, sous les insultes. Les lecteurs du Figaro lisent le lendemain le compte-rendu de son supplice, sous la plume du futur fondateur du journal d'extrême droite l'Action française, Léon Daudet. Il s'approche entre ses gardiens, le cadavre marchand, d'un pas inconscient de parade, grêle au regard, mais grandi par la honte. Près de nous, il trouve encore la force de crier « innocent » d'une voix blanche et précipitée. Le voici devant moi,
à l'instantané du passage, l'œil sec, le regard perdu vers le passé, sans doute, puisque l'avenir est mort avec l'honneur. Il n'a plus d'âge, il n'a plus de nom, il n'a plus de teint. Il est couleur traître. Sa face terreuse, aplatie et basse, sans apparence de remords, étrangère à coup sûr, épave de ghetto. C'est sa dernière promenade parmi les humains, et l'on dirait qu'il en profite, tant il se domine et brave l'ignominie. C'est un terrible signe que cette volonté n'ait pas sombré dans la boue, qu'il n'y ait eu ni effondrement, ni faiblesse. En cette tragique circonstance, les pleurs n'eussent pas semblé d'un lâche. La suite est une succession d'enfermements. Dreyfus est conduit à la prison de la Santé, puis il part dans un wagon pour Bagnères le 17 janvier, menottes au poing, fer aux pieds, direction La Rochelle. Là, il est insulté, hué, battu par la foule. Puis on le conduit à l'île de Ré, en pleine nuit dans la neige. Le 21 février, un mois plus tard, il est jeté à bord d'un bateau à vapeur, le Saint-Nazaire. Le 22 février, le navire pour l'enfer lève l'ancre pour une destination qui sent la mort à petit feu, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Le 12 mars 1895, après plus de 2 semaines de voyage, le bateau accoste au large de Kourou en Guyane, sur un chapelet d'îles péniblement visibles depuis la côte, et qu'on appelle les îles du Salut, les mal nommées. Le 13 avril, il est conduit sur la plus lointaine et la plus petite d'entre elles, un rocher d'1 kilomètre de long planté au milieu de l'océan, sur lequel on a construit une case. Une île prison, que les colons français appellent depuis qu'ils sont arrivés l'île du diable. Alfred Dreyfus déporté, il commence son journal. Dimanche 14 avril 1895. Je commence aujourd'hui le journal de mon épouvantable et triste vie. J'avais jusqu'à présent le culte de la raison. Je croyais à la logique des choses et des événements. Enfin, je croyais à la justice humaine. Tout ce qui était bizarre, extravagant, avait de la peine à entrer dans ma cervelle. Hélas, quel effondrement de toutes mes croyances, de toute ma saine raison. Quels horribles mois je viens de passer. Combien de tristes mois m'attendent encore. Ah, que je voudrais vivre jusqu'au jour de la réhabilitation pour hurler mes souffrances, pour dégonfler mon cœur ulcéré. Irai-je jusque-là ? J'ai souvent des doutes, tant mon cœur est brisé, tant ma santé est chancelante. Voilà, la France est purgée de son traître, et après n'avoir parlé que de Dreyfus pendant 3 mois et l'avoir détesté de toutes ses forces, elle se met à parler d'autre chose. Et doucement, elle oublie. Marie Bastian, la femme de ménage, recommence à fouiller les corbeilles des Allemands. Le commandant Henri retourne aux affaires de la section de statistiques. Paty Declame à celle de l'état-major, et le général Mercier peut de nouveau rêver à l'Élysée. C'est la fin de la première affaire Dreyfus, et rien ne semble présager qu'il y en aura 3 ans plus tard une deuxième. France Inter. Affaires sensibles, la 1000e. Fabrice Drouel. L'affaire Dreyfus, donc, pour cette 1000e. Notre invité Vincent Duclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, auteur de très nombreux ouvrages sur l'affaire Dreyfus. Citons l'affaire Dreyfus quand la justice éclaire la République, c'était chez Privat en 2010. Dreyfus au Panthéon, on en reparlera. Voyage au cœur de la République aux éditions Galade en 2007. Et une biographie intitulée Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote, publiée, elle, en 2006 chez Fayard. 1 siècle après sa réhabilitation, hein, c'est très étonnamment. La première biographie du personnage, Vincent Duclerc. Pourquoi a-t-on attendu 120 ans pour faire la biographie d'un homme aussi important ? Peut-être parce que Dreyfus reste pour un certain nombre de personnes, un juif, et qu'on se défie, malgré tout, effectivement, d'un personnage qui, en plus, même s'il a été parfaitement réhabilité par la Cour de cassation en 1906, et il faut rendre hommage au travail des juges, eh bien, voilà, ça reste un homme dont le nom est attaché à une affaire qui, pour beaucoup, a fait du mal à la France.
Et donc, effectivement, on repousse l'homme Dreyfus. Il y a eu aussi, il faut le rappeler, une grave crise, en fait, chez les Dreyfusards, considérant que, au fond, Dreyfus, qui avait accepté la grâce en 1999, mais pour pouvoir reprendre le combat judiciaire, parce que s'il mourait, l'action de la justice s'arrêtait. C'était, oui. Eh bien, le problème, c'est que il est apparu comme un petit bourgeois attaché à son petit confort et donc indigne du combat mené pour lui. C'est Clémenceau, c'est Péguy aussi qui vont effectivement dresser ce portrait très réducteur de Dreyfus. Je dirais aussi que Dreyfus, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement discret. Il ne souhaite pas se mettre en avant. Il a toujours voulu saluer l'œuvre des Dreyfusards. Et donc, il n'a pas suscité aussi une sorte d'adhésion autour de lui. Il faut le dire aussi, était resté absolument fidèle à la République. Donc, ce n'est pas non plus, disons, un héros du sionisme, par exemple. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui, de par aussi la complexité de sa personnalité, son courage aussi, a dissuadé, je pense, les historiens. Et puis le dernier point, et ça j'y insiste beaucoup, c'est que, en fait, et c'est ce que j'ai découvert, moi, quand j'ai travaillé sur tous les dossiers judiciaires concernant Dreyfus, quand on s'attache à l'homme Dreyfus, on voit comment l'État républicain a cherché à le broyer. On découvre, au fond, qu'il y a une vraie conspiration contre Dreyfus. Or, c'est vrai que personne n'a envie, effectivement, de faire l'autopsie d'un État républicain qui est devenu autoritaire et extrêmement destructeur. Et pourtant, c'est notre histoire, il faut bien la regarder en face. On peut dire autant pour l'Algérie, certains points. Bien sûr. Alors, quand même, moi, ce qui m'a frappé dans le récit, c'est Jaurès et Clémenceau, qui ne sont pas des antisémites, qui sont des humanistes, et qui, au début, chargent Dreyfus comme tout le monde, quoi. Qu'est-ce que ça dit, ça? Alors, il faut quand même leur rendre justice que rapidement, c'est-à-dire en fait pour Clémenceau vraiment au tournant de 1997-98 et Jaurès dans les jours qui suivent le J'accuse, vont s'engager pour Dreyfus. Donc effectivement, il y a du retard et en plus c'est vrai que pour Jaurès, il est incontestable et on l'a montré aussi à plusieurs reprises que il est dominé par une doxa antisémite qui est celle en fait des milieux ouvriers, c'est-à-dire que c'est le grand capitalisme juif qui exploite et qui au fond est responsable de la misère ouvrière. Donc il est dans cette logique-là. Et puis si par exemple Jaurès, au moment effectivement de la condamnation de Dreyfus, donc ce que vous avez, raconté tout à l'heure, eh bien, de manière très très convaincante, il demande la peine de mort pour Dreyfus parce qu'il estime qu'il faut de l'égalité entre le simple soldat issu de la classe ouvrière qui va avoir un geste d'insubordination, qui jette son képi, qui aussitôt est placé devant un conseil de guerre et condamné à mort parce que la peine de mort elle continue à être appliquée pour des crimes de cette nature, les crimes politiques, on va dire l'insubordination n'est pas considérée comme un crime politique. Or, il voit effectivement que ces simples soldats issus de la classe ouvrière peuvent être condamnés à mort et que l'homme qui a commis, parce qu'il croit dans la justice, Jaurès, donc il pense qu'effectivement Dreyfus est bien coupable, et ce capitaine qui appartient donc au capitalisme précisément juif, qui est un militaire, et souvenez-vous que les militaires à l'époque sont ceux qui, sont en charge de réprimer notamment les grèves, eh bien lui, il n'est pas condamné à mort. Donc, Jaurès agit pour, non pas réclamer la peine de mort, mais pour qu'il y ait égalité. Et puis pour Clémenceau, il y a effectivement cette obsession chez lui de l'ordre militaire. Il faut se souvenir quand même que Clémenceau a soutenu le général Boulanger au départ parce qu'il veut une armée extrêmement puissante et que là, quand il voit, un officier d'élite avoir commis le crime le plus haut de trahison, eh bien là, effectivement, il fonce sur lui. Alors, donc Dreyfus est typiquement ce qu'on appelle une victime. Vous en faites un héros, vous. Et c'est différent. Oui, c'est différent. Et bon, alors, j'en ai fait un héros, mais j'ai pas réussi à convaincre l'ensemble de l'opinion publique que ce héros méritait effectivement le Panthéon. Voilà. Bon, parce que mais on pourra en reparler si vous voulez. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté à partir de la documentation, c'est pas une reconstitution romancée, c'est la documentation. Et d'abord, Dreyfus est quelqu'un qui reste fidèle
à la République, à la démocratie républicaine, à ce qu'a apporté la Révolution française. Et donc, au fond, il est extrêmement patriote. C'est pour ça, du reste, que cette biographie est sous-titrée « L'honneur d'un patriote ». Donc ça, c'est un point important. C'est vrai une figure républicaine démocratique de grande ampleur. Le deuxième point, c'est son courage méthodique, alors de polytechnicien, mais aussi de son acharnement à ne jamais flancher, et on l'a bien vu effectivement lors de la dégradation, où il est le seul à dire « je suis innocent », alors même qu'il y a des cris de « à mort les Juifs » qui tentent de couvrir sa voix. Eh bien, il organise méthodiquement sa défense, ce qui fait que lors de son procès, eh bien, comme vous l'avez montré, les audiences vacillent parce que évidemment il n'y a pas de preuves contre lui. Le dossier est quasi vide, en fait. Quasi vide, tout à fait. Et il est même vide. Hein. Il est vide, oui, il est vide. Il n'y a pas une ombre. Et la Cour de cassation, il faut le dire, en 1906, a détruit tous les racontars, tout le Bertillon, tout ça a été complètement annulé et mis en pièces par les conseillers de la Cour de cassation. Donc, ce qui est intéressant chez Dreyfus, c'est sa croyance dans la justice, sa volonté, d'accumuler les preuves. Par exemple, il part à l'île du Diable avec une copie du bordereau, et c'est tout à fait légitime parce que un condamné a le droit de garder les pièces à partir desquelles il a été condamné. On lui retire. Or, ça montrait bien que Dreyfus voulait continuer à examiner son dossier, à tenter de démontrer son innocence, et il a toujours effectivement agi de cette manière-là. Par exemple, au procès de Rennes, qui est un moment très important, on lui dit mais il faut émouvoir la cour. Il dit non, un innocent n'a pas à émouvoir. Un innocent va démontrer effectivement son innocence grâce aux pièces. Donc, je trouve que on voit effectivement un homme, moderne dans la mesure où tout seul, il est seul, il a effectivement le soutien de sa femme et sa famille. Et là, il faut rendre hommage à Lucie Dreyfus qui lui écrit des lettres et qui vraiment porte vraiment un mari un époux qui parfois a des moments de désespoir. Hein, on comprend, oui. Oui, mais effectivement, on a là un homme ordinaire, si vous voulez, qui n'était pas du tout programmé pour affronter ce que vous avez bien montré, c'est-à-dire l'île du Diable, la dégradation, le bagne. Et on verra demain les conditions d'emprisonnement quand la palissade est construite et qu'il ne voit même plus la mer. Je n'en dis pas plus. On y reviendra demain. Ce que je voulais dire, pour pas qu'on me fasse des réponses trop longues, parce que déjà dans 6 minutes c'est fini. Donc vous souhaitiez, vous avez œuvré pour que Dreyfus entre au Panthéon. Il m'a semblé effectivement que compte tenu de tout le dossier qui était révélé à partir des sources, notamment judiciaires, il me semblait que c'était un bel exemple aussi pour aujourd'hui, de héros ordinaires, civils, qui va amener quand même sur son nom et grâce aussi à son exemple, une France démocratique à se réveiller, parce que l'affaire Dreyfus, c'est pas uniquement l'effondrement de l'état de droit et la conspiration au sommet de l'État, c'est aussi un vaste mouvement à la fois en France, mais d'un point de vue international, pour renforcer la justice, l'état de droit et faire une place aux victimes, en particulier les Juifs. Les Juifs, si vous voulez, à cette époque, représentent les victimes. Et donc, effectivement, pour comprendre la solidarité nécessaire, à l'être humain, il faut effectivement s'intéresser à l'antisémitisme. Alors justement, puisqu'on parle d'antisémitisme, est-ce qu'il explique tout dans cette affaire? Parce que, après tout, et vous le disiez, vous venez de le dire, Dreyfus, il représente la République, l'état de droit, l'intégration, puisqu'il est juif, toutes ces valeurs-là, qui ne sont pas les valeurs de l'armée, qui appellent, comme tous les gens de droite et d'extrême droite, la République, la gueuse. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de très politique? Et que s'il n'avait pas été juif, peut-être qu'il aurait aussi des ennuis d'un point de vue politique, idéologique. Alors là, je vais insister sur un point. On a dit que Dreyfus est juif, mais très assimilé. Il se vit comme officier français, comme vous l'avez très bien dit. Et il se trouve que Dreyfus incarne la voie moderniste dans l'armée. Très clairement, c'est-à-dire que l'armée, qui était une armée de caste, centrée sur le catholicisme, l'aristocratie, avec notamment l'école polytechnique qui est plus ouverte, notamment en termes de préparation, que Saint-Cyr, la société civile arrive dans l'armée, et l'armée, et là il y a eu un effort des républicains pour faire en sorte que les promotions se fassent
à l'intelligence, c'est-à-dire effectivement aux compétences. Dreyfus est très compétent, il parle allemand, c'est un très bon élève qui maîtrise bien à la fois l'artillerie française, mais il a une très bonne connaissance sur l'artillerie allemande. Donc en fait, s'il arrive à l'état-major, c'est grâce à ses compétences. Et justement, tous ces officiers modernistes qui vont être des officiers dreyfusards, hein. L'armée est coupée en deux. Alors effectivement, il y a une grosse majorité d'anti-dreyfusards, mais il y a une minorité, il faut le rappeler, effectivement, d'officiers dreyfusards courageux, dont le colonel Picard. Et donc là, l'une des raisons effectivement de l'acharnement sur Dreyfus, c'est que c'est un juif assimilé et c'est aussi un officier moderniste. Ouais. Et les deux, ça fait beaucoup, quoi. Voilà, ça fait beaucoup, exactement. Et peut-être on peut ajouter, c'est un Alsacien, donc c'est quand même perçu malgré tout comme font une sorte d'allemand, hein. Donc trois éléments qui concentrent sur lui la haine de ceux qui ne veulent pas que l'armée se républicanise et entre dans le siècle. Justement, ce républicanisme, vous avez prononcé le mot, c'est une république jeune, puisqu'elle est née en 1870, hein, après la défaite de Sedan. D'abord, elle est née sur une défaite, et elle doit prouver son utilité face à un camp réactionnaire, catholique, qui est très fort et qui conteste sa légitimité. Aujourd'hui, notre République n'est pas contestée dans sa légitimité. Donc elle est fragile, cette République. Et l'affaire Dreyfus arrive dans ce contexte-là. Alors, elle est fragile, on le voit bien, parce que les républicains qui observent et se rendent compte, c'est Poincaré qui va le dire, voilà, on a été victime d'une mystification, c'est-à-dire que ils n'ont pas eu effectivement l'énergie, la conscience de s'opposer à cette menace des nationalistes. Mais c'est vrai qu'il y a ce sursaut quand même incarné par Waldeck-Rousseau, la défense républicaine, 1899, qui finalement se monte avec la première décision de la Cour de cassation, hein, celle qui va casser le premier procès. Donc là, il y a quand même, et moi je tiens à souligner, c'est-à-dire vraiment énormément d'enseignements sur comment une république, face à ce qui peut l'entraîner dans le gouffre, eh bien, réagit et au fond mobilise ensuite une société en lui transférant les valeurs de la Révolution française. C'est-à-dire que c'est un deuxième temps de la Déclaration des droits de l'homme et citoyens. Finalement, il y a eu une déclaration au fond assez théorique. Et ben là, dans l'affaire Dreyfus, elle est véritablement en pratique appliquée. Et c'est sur cette base-là que se mobilisent effectivement énormément d'intellectuels, mais aussi de magistrats, d'officiers. Donc il y a au fond, aujourd'hui, si vous voulez, notre démocratie républicaine ne serait pas ce qu'elle est, avec quand même une solidité et puis des références, s'il n'y avait pas eu l'affaire Dreyfus. Parce à quel point elle est importante. Oh, il reste 10 secondes, donc vous pouvez me répondre par oui ou par non. Quand on choisit l'affaire Dreyfus pour la millième d'affaires sensibles et qu'on argumente en disant c'est l'affaire des affaires, la matrice des affaires sensibles, vous êtes d'accord ? Absolument, et bon. Je vous remercie beaucoup. Ça va, je suis soulagé. Merci d'avoir été là pour ce premier épisode donc de l'affaire Dreyfus. Il y en a un premier, c'est qu'il y en a un deuxième. Et demain, nous continuerons à raconter l'histoire de ce capitaine jusqu'à sa réhabilitation. Merci, au revoir.